Aujourd'hui, on va faire une vidéo destinée aux étudiants de 5e année de médecine, module de néphrologie. On va parler de l'implication de rein dans les mécanismes des médicaments. Les reins est sujet à une néphrotoxicité de part de beaucoup de molécules médicamenteuses. On va parler de la prévention de cette néphrotoxicité. Ensuite, à la fin, on va essayer de faire une adaptation de la posologie à la fonction rénale. La néphrotoxicité médicamenteuse. La néphrotoxicité se manifeste sur le rein parce que c'est un organe très sensible. Il reçoit un débit sanguin très important, à peu près 25% du débit cardiaque. Donc c'est un organe très irrigué. Les effets secondaires des médicaments sur le rein sont souvent intriqués. C'est-à-dire qu'on peut trouver une molécule qui peut avoir plusieurs mécanismes physiopathologiques et qui peut entraîner plusieurs lésions différentes. Les lésions les plus fréquentes, c'est la nécrose tubulaire aiguë, les néphrites tubulo-interstitielles immunoallergiques et les insuffisances rénales fonctionnelles. La toxicité rénale peut être aiguë, mais si elle persiste dans le temps, elle peut entraîner une toxicité chronique avec une insuffisance rénale lentement progressive. La toxicité, les atteintes aiguës dues à la toxicité des médicaments, on peut avoir donc des IRA fonctionnels, on peut avoir des nécroses tubulaires aiguës, des néphrites interstitielles immunoallergiques ou bien des atteintes glomérulaires. Les atteintes vasculaires se manifestent par des microangiopathies thrombotiques et les obstructions urologiques peuvent se voir de manière par formation de lithiase. On peut aussi avoir des cystites hémorragiques. L'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle peut être due aux diurétiques. Le mécanisme, c'est la formation d'une hypovolémie réelle. Les diurétiques vont entraîner une déplétion sodée, aussi bien par les diurétiques de l'anse tels que le furosémide, les diurétiques thiazidiques tels que l'hydrochlorothiazide, les apparentés tels que l'indapamide ou le fluidex, les diurétiques d'épargne potassique tels que les inhibiteurs de récepteurs de l'aldostérone ou l'aldactone. Les facteurs favorisants de cette IRA fonctionnelle, c'est surtout l'existence d'une hypovolémie préalable, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit relative, et surtout quand ça survient chez des sujets âgés, quand ils associent beaucoup d'autres médicaments néphrotoxiques. Le risque est élevé de plus en plus. Les AINS, l'interférence avec la synthèse de prostaglandine, l'hypovolémie, elle est relative. L'action de ces médicaments se fait sur la microcirculation rénale avec une baisse de la pression de filtration rénale par vasoconstriction de l'artériole afférente. D'autres médicaments tels que la cyclosporine et le tacrolimus vont entraîner la même action. Les IEC et les ARA2 vont entraîner une vasodilatation de l'artériole efférente. Et ceci va entraîner un effet hémodynamique avec hypoperfusion rénale et baisse de la filtration glomérulaire. Donc, ils vont interférer avec le système rénine-angiotensine-aldostérone. La deuxième atteinte qu'on va voir, c'est l'atteinte tubulaire. L'atteinte tubulaire se fait soit par toxicité directe, soit par toxicité indirecte. La toxicité directe. Certains médicaments peuvent entraîner une nécrose tubulaire aiguë telle que les aminosides. Les aminosides pénètrent dans les cellules tubulaires par un transporteur, la mégaline. Leur accumulation dans le rein, il entraîne des désordres métaboliques et perturbe la fonction mitochondriale de la cellule. Ceci peut aboutir à une nécrose cellulaire de la cellule tubulaire. La dysfonction, quand elle se fait au niveau tubulaire proximal, elle donne un syndrome de Fanconi. Quand elle se fait au niveau distal, elle donne une tubulopathie distale. L'iode. L'iode, c'est un médicament très néphrotoxique. Il entraîne une vasoconstriction. Il est responsable d'une ischémie médulaire. Ces modifications hémodynamiques intrarénales sont associées à une hypoxie rénale et à une toxicité tubulaire directe, aboutissant à une néphropathie induite par le produit de contraste. C'est une nécrose tubulaire aiguë.
Les facteurs de risque de survenue d'insuffisance rénale aiguë avec les produits de contraste, c'est surtout quand ils sont associés à d'autres maladies rénales, à des antécédents de chirurgie rénale, à une HTA, un diabète, à l'existence d'une maladie coûteuse, ou bien quand il y a association d'autres médicaments à potentiel néphrotoxique, par exemple les AINS. Le degré de cytotoxicité tubulaire rénale, il est directement lié à la durée d'exposition des cellules tubulaires aux produits de contraste iodé, d'où l'importance d'un débit urinaire élevé avant, pendant et après la procédure. Donc, il faut hydrater le patient. On peut avoir d'autres molécules telles que le dextran, la vancomycine et la chimiothérapie qui peuvent entraîner cette toxicité tubulaire directe. La toxicité indirecte, elle peut se faire soit par rhabdomyolyse, soit par hémolyse. La rhabdomyolyse, on la voit surtout avec les statines et les fibrates. Après la destruction des cellules musculaires, la myoglobine et les enzymes musculaires telles que la lactate déshydrogénase, la créatine kinase et les aldolases, elles sont libérées dans la circulation. Elles vont endommager les capillaires et provoquer une extravasation et des œdèmes. Donc l'hypovolémie et la réduction du débit sanguin rénal sont associées à l'insuffisance rénale aiguë. La cytotoxicité de la myoglobine, elle affecte aussi le rein par d'autres mécanismes, par la peroxydation lipidique et par la production d'espèces réactives de l'oxygène. L'obstruction tubulaire par la myoglobine est également associée à l'insuffisance rénale. On peut avoir aussi un autre mécanisme de toxicité indirecte par l'hémolyse. D'autres molécules telles que les kinines et la rifampicine vont surtout entraîner des atteintes rénales le plus souvent de type néphrite interstitielle aiguë, mais souvent on peut trouver aussi des nécroses tubulaires aiguës. L'atteinte tubulaire, elle est proximale, elle peut entraîner donc un risque de précipitation tubulaire, notamment quand le débit de filtration glomérulaire est abaissé. La cristallurie. La cristallurie, telle que les molécules acyclovir, l'indinavir, la sulfadiazine, l'acyclovir est éliminé principalement par le rein sous forme inchangée, par filtration glomérulaire et sécrétion tubulaire. L'acyclovir, c'est un produit cristallin, il est relativement insoluble dans les urines, surtout dans les parties distales des tubules où le flux urinaire était diminué. Ce phénomène est à l'origine d'une insuffisance rénale de type obstructif, secondaire à la précipitation de cristaux d'acyclovir dans la lumière tubulaire. On peut avoir un troisième mécanisme, c'est le diabète insipide néphrogénique. Le lithium qui va entraîner une accumulation dans les cellules du néphron distal et du canal collecteur. Le lithium, il va entrer par le canal ENaC, qui est le canal épithélial du sodium au niveau du tube cortical. Les sels de lithium peuvent être responsables donc d'une déshydratation globale liée à l'augmentation modérée de la natriurèse associée à une perte hydrique par perte de la capacité de concentration des urines. C'est-à-dire que le lithium va entrer par le canal ENaC, il va inhiber l'entrée du sodium et donc entraîner une natriurèse. Par la même occasion, il va inhiber l'action de l'ADH au niveau de la partie du canal collecteur, de la cellule principale du canal collecteur. Et donc, c'est pour ça qu'il va augmenter la diurèse. Si on veut résumer, quels sont les facteurs favorisant d'une nécrose tubulaire aiguë? C'est surtout l'existence d'une hypovolémie chez un sujet âgé avec une atteinte rénale préalable et surtout quand il y a association d'un diabète, d'un myélome ou d'une HTA, ainsi que d'autres molécules néphrotoxiques. L'atteinte, la néphrite tubulo-interstitielle aiguë, la NIA, est une type d'atteinte caractérisée par une réponse inflammatoire soudaine dans les tubules rénaux et l'interstitium. Elle est causée souvent par des médicaments tels que les antibiotiques, les AINS, les inhibiteurs de la pompe à protons.
on va avoir sur le plan rénal clinique une fièvre, une éruption cutanée, une éosinophilie, une éosinophilurie, et on peut avoir des sédiments urinaires, des éléments qui ne sont pas très importants, tels qu'une protéinurie minime, une hématurie microscopique, une leucocyturie et surtout une cylindrurie leucocytaire. Les reins sont à l'échographie hyperéchogène et augmentés de volume, hyperéchogène et augmenté de volume. L'atteinte de néphrite interstitielle aiguë se manifeste sur l'histologie rénale par un œdème interstitiel et une infiltration de l'interstitium par des éléments mononucléés tels que des éosinophiles, des lymphocytes et des macrophages. Les lésions tubulaires peuvent être modérées ou minimes. Mais on voit ici que surtout c'est l'espace interstitiel qui est infiltré. Le traitement se fait par l'arrêt de la molécule en cause et généralement il y a une évolution qui est spontanément favorable et la récupération de la fonction rénale se fait au bout de 15 à 20 jours après l'arrêt de la molécule. L'atteinte rénale glomérulaire aiguë peut se faire soit sous forme de lésions glomérulaires minimes par les ANS et l'interféron, sous forme de glomérulonéphrite extramembraneuse par les ANS, les sels d'or, soit sous forme de hyalinose-segmentaire et focale par le lithium et l'interféron, ou bien d'une glomérulonéphrite rapidement progressive par la rifampicine. Les ANS, l'atteinte glomérulaire, elle est secondaire à des processus immunologiques. La néphropathie analgésique, elle entraîne généralement une protéinurie plus ou moins importante. Parfois, il peut y avoir d'autres caractéristiques de l'atteinte allergique, telles que le rash cutané ou bien l'éosinophilie. L'histologie, elle révèle généralement une infiltration ou inflammation interstitielle aiguë et des caractéristiques de glomérulonéphrite à lésion glomérulaire minime, c'est-à-dire un effacement des pieds des cellules épithéliales ou des podocytes. Aussi, il peut y avoir une atteinte des néphropathies chroniques sans signes extra-rénaux d'atteinte allergique. Elle se traduit généralement par une protéinurie isolée ou un syndrome néphrotique chez l'adulte, parfois avec œdème. L'histologie, dans la grande majorité de cas, est une glomérulonéphrite extramembraneuse avec dépôt extramembraneux de d'hymen complexe. La hyalinose-segmentaire et focale peut être secondaire à l'interféron. On peut avoir une sclérose focale des anses capillaires et des dépôts hyalins au niveau des podocytes. Ici, on voit une sclérose focale au sein d'un glomérule. L'atteinte vasculaire se manifeste par une microangiopathie thrombotique. C'est surtout les anticalcinurines, les antipaludéens, les antiviraux et certains antibiotiques. L'atteinte érologique, c'est les lithiases par les antiviraux, l'hypercalcémie par surdosage de vitamine D, l'hyperoxalurie par accumulation de vitamine C, la cystite hémorragique secondaire à l'utilisation de l'endoxan ou cyclophosphamide. La néphropathie vasculaire, elle se fait suite à une toxicité endothéliale des médicaments. Ceci peut s'exprimer par la survenue d'un syndrome hémolytique et urémique ou bien d'un purpura thrombotique thrombocytopénique. Quand l'atteinte neurologique elle est importante, c'est le PTT. Quand l'atteinte rénale est au premier plan, c'est un SHU. L'agression endothéliale se fait en entraînant une atteinte de la cellule endothéliale, formation de microagrégats, c'est-à-dire dépôt de plaquettes et de fibrines. Normalement, l'écoulement de sang au niveau de la cellule endothéliale ou du capillaire est spontané, c'est un flux spontané, il n'y a pas d'obstacle à l'écoulement de sang. Quand il y a formation de ce microthrombie, donc le sang, au lieu de s'écouler normalement, il va trouver un obstacle à son écoulement et les globules rouges vont être déformés de par cet obstacle mécanique. On aura la formation de globules rouges déformés qu'on appelle les schizocytes au niveau du frottis sanguin. L'atteinte cliniquement se manifeste par une hypertension artérielle, une insuffisance rénale, une anémie hémolytique microangiopathique,
et une thrombopénie de consommation. Et bien sûr, la formation d'enzymes de limolyse. Sur le plan histologique, on peut voir des microthrombes de fibrines, de plaquettes au niveau des glomérules ou des capillaires glomérulaires. Et on peut avoir aussi des microthrombes au niveau des artérioles afférentes des glomérules. Le méthotrexate. Les hautes doses de méthotrexate peuvent entraîner une précipitation intratubulaire de son catabolite. Ceci entraîne un syndrome obstructif avec nécrose tubulaire secondaire. D'autres atteintes urologiques obstructives peuvent se voir avec l'indinavir, surtout quand le pH urinaire est acide. L'indinavir, il entraîne aussi la formation de lithiase et obstruction tubulaire. Le furosémide, l'acétazolamide et la vitamine D en surdosage peuvent entraîner secondairement et progressivement soit des précipitations d'urate, soit des précipitations d'oxalate, soit des précipitations de calcium. Les facteurs de risque donc d'atteinte ou de toxicité rénale peuvent être liés soit aux médicaments, soit aux patients. Quand ils sont liés aux médicaments, ça peut être la néphrotoxicité intrinsèque du médicament, ou bien son adaptation, ou bien sa durée prolongée, la durée de traitement, ou bien la voie intraveineuse et la vitesse rapide d'administration. En plus, s'il y a association avec d'autres médicaments néphrotoxiques, le risque est de plus en plus élevé. Les facteurs de risque liés aux patients, c'est surtout le sujet âgé, l'existence d'une atteinte rénale préalable, la transplantation rénale, donc c'est un rein unique qui est déjà sujet à une détoxicité par les immunosuppresseurs, en plus l'ischémie-reperfusion, et en plus si on utilise d'autres molécules néphrotoxiques. L'existence d'un diabète ou d'une autre maladie comorbide, la déplétion volémique aussi, déshydratation vraie ou relative, l'hyperuricémie et l'existence bien sûr d'un sepsis ou d'un état infectieux sous-jacent.